Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'histoires inspirantes et de motivation. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Je te souhaite un bon visionnage. Adrian Valmont était l'un des hommes les plus puissants de la planète. Héritier d'un empire financier bâti sur 3 générations, il possédait tout ce que le monde pouvait offrir: villas sur la Côte d'Azur, jets privés, yachts, entreprises de luxe et actions dans les plus grandes sociétés technologiques. Mais derrière cette façade parfaite, il y avait un vide. Le succès l'avait isolé. Il vivait enfermé dans des réunions, des contrats et des sourires fins. L'amour, pour lui, n'était qu'une faiblesse exploitée par ceux qui voulaient approcher sa fortune. Pour échapper à ce monde froid, il avait une habitude secrète: il se déguisait en homme ordinaire et se mêlait parfois à la foule, dans des lieux simples. C'est ainsi qu'un soir de pluie, à Paris, il entra dans un petit bar du quartier de Belleville. La servante du bar. Derrière le comptoir, une jeune femme essuyait des verres en chantonnant doucement. Elle s'appelait Lila Morel. Elle n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde. Orpheline depuis ses 16 ans, elle travaillait comme serveuse et nettoyait le bar après la fermeture. Pourtant, dans ses yeux brillait une lumière rare, celle d'une âme courageuse qui refusait de céder à la misère. Adrian, sous le nom de Marc, commanda un café. Il fut frappé par la douceur avec laquelle Lila lui sourit, un sourire sincère, sans calcul. « Vous travaillez tard ?» dit-il doucement. « Oui » répondit-elle. « Mais je me dis que chaque jour passé à lutter me rapproche de ma liberté. » Cette phrase le toucha profondément. Elle, qui n'avait rien, croyait encore en un avenir meilleur. Les jours suivants, Adrian revint. Ils parlèrent longuement, d'art, de rêves, de musique, de la vie. Lila lui confia qu'elle écrivait des poèmes pendant ses pauses, qu'elle rêvait d'ouvrir un jour un café-librairie pour aider les jeunes à lire et à rêver. Il tomba amoureux, non pas d'un corps, mais d'un cœur. Mais comment lui dire qu'il n'était pas, Marc, un simple employé, mais Adrian Valmont, l'homme dont les journaux parlaient chaque semaine? Alors il garda le secret. Il voulait qu'elle l'aime pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Un soir, un journaliste le reconnut par hasard. Le lendemain, la photo d'Adrian Valmont sortant du bar fit la une de tous les magazines: le milliardaire incognito surpris dans un bar de Belleville. Lila apprit la nouvelle en voyant la une sur le comptoir. Elle tomba des nues. Tout son monde s'effondra. Elle se sentit trahie. Quand Adrian revint, elle le regarda avec colère et douleur. « Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi m'avoir fait croire que vous étiez comme moi ?» Il répondit simplement: « Parce que je voulais que quelqu'un m'aime sans fortune, sans nom. Seulement moi. » Elle partit en larmes. Pendant des mois, Adrian chercha à la revoir. Mais Lila avait quitté Paris. Elle s'était réfugiée dans une petite ville du sud, où elle travaillait dans une bibliothèque municipale. Adrian, dévasté, se remit en question. Pour la première fois, il donna un sens humain à sa richesse. Il lança une fondation pour financer les rêves des jeunes défavorisés, un projet inspiré par les mots de Lila. Les journaux parlèrent du « milliardaire humaniste », mais lui ne cherchait plus la gloire. Il voulait simplement réparer son cœur. 2 ans plus tard, à l'inauguration d'une bibliothèque qu'il avait financée, il la vit parmi la foule. Lila. Elle avait les mêmes yeux, la même lumière. Elle s'approcha doucement. « J'ai lu ton projet » dit-elle. « Tu as changé, non » murmura-t-il.
Tu m'as changé. Elle lui tendit la main. Alors, montre-moi le monde, mais cette fois, sans masque. Ils se marièrent dans un jardin simple, entouré d'enfants et de bénévoles de la fondation. Pas de luxe, pas de paparazzi. Seulement de la sincérité. Lila devint son associée dans la fondation, inspirant des milliers de jeunes. Elle prouvait que la pauvreté ne définit pas la valeur d'une âme, et qu'aimer sans condition peut transformer même les cœurs les plus puissants. Adriane disait souvent, « J'ai eu l'argent du monde, mais je n'ai trouvé la richesse qu'en trouvant Lila. » Le mariage d'Adrien et Lila fut un événement discret mais empreint d'une beauté rare. Dans le jardin de leur maison à la campagne, les invités riaient, chantaient, dansaient. Les fleurs blanches, les guirlandes lumineuses et les notes d'un petit orchestre rendaient la soirée presque magique. Adrian, désormais un homme transformé, regardait sa femme avec fierté. Lila portait une robe simple, ses cheveux relevés par une fleur. Ils se juraient fidélité, humilité et amour, loin des fastes du monde. Mais le bonheur, parfois, attire les tempêtes. Le monde des affaires n'avait pas oublié Adrian Valmont. Les médias, fascinés par son changement de vie, scrutaient le moindre de ses gestes. Lila, malgré son humilité, devenait malgré elle une figure publique. Certains la jalousaient, d'autres la méprisaient. Une serveuse devenue milliardaire, titrait les journaux. Et parmi les anciens partenaires d'Adrian, certains murmuraient que cette femme l'avait ensorcelé. Un soir, lors d'un gala de charité à Londres, Lila vit Adrian discuter avec Clara, une ancienne associée du monde financier. Une femme d'une beauté glaciale, intelligente, sûre d'elle. Le genre de femme qu'on imaginait aux côtés d'un homme comme Adrian. Lila ressentit pour la première fois la morsure de la jalousie. Les semaines passèrent. Adrian multipliait les voyages d'affaires pour sa fondation. Lila restait souvent seule à Paris, travaillant sur des projets éducatifs. Mais les appels se firent plus rares. Les messages plus courts. Et puis un soir, une photo parut dans un magazine, Adrian et Clara, riant à une réception à New York. Rien de compromettant, mais suffisamment pour faire trembler le cœur de Lila. « Tu me caches des choses, Adrian ?» demanda-t-elle quand il rentra. « Non, je travaille, c'est tout. Tu sais bien que Clara gère nos partenariats américains. » Mais le ton sec de sa voix la blessa. Et le fossé entre eux commença à s'élargir. Dans sa solitude, Lila trouva du réconfort auprès d'un jeune écrivain, Thomas, qu'elle avait rencontré lors d'un atelier de lecture organisé par la Fondation. Thomas, passionné, sensible, admirait Lila sans réserve. Il voyait en elle une muse, une femme inspirante. Un soir d'automne, alors qu'il travaillait tard dans un café, il osa lui dire, « S'il te fait souffrir, c'est qu'il ne te mérite pas. » Lila resta silencieuse. Ces mots l'avaient frappée comme un éclair. Quelques semaines plus tard, alors qu'une dispute éclatait avec Adrian, une de trop, elle quitta la maison et alla retrouver Thomas. Ils parlèrent, pleurèrent, se confièrent, et, dans un moment de faiblesse, ils s'embrassèrent. Juste un baiser, mais suffisant pour ébranler tout un mariage. Lila regretta aussitôt son geste. Elle s'éloigna de Thomas, le cœur brisé, rongé par la culpabilité. Mais Adrian sentit le changement. Il remarqua son silence, ses yeux fuyants, ses absences. Un soir, il la confronta. « Tu m'as caché quelque chose, Lila. Je le vois dans tes yeux. » Elle craqua, en larmes. « Oui,
mais ce n'était qu'un instant de faiblesse. Je t'aimais, je t'aime encore, j'étais perdu, seul, et je n'ai pas su résister à la douleur. Adrian resta figé. Le milliardaire calme, rationnel, perdit soudain tout contrôle. Il quitta la maison, furieux, blessé. La presse finit par s'en mêler. Des rumeurs coururent. Les journaux à scandale titrèrent « La femme du milliardaire vue avec un autre homme ». Lila disparut des médias, honteuse. Elle retourna vivre modestement dans un petit village du sud, là où leur amour avait jadis commencé. Adrian, lui, se jeta corps et âme dans le travail. Il agrandit sa fondation, multiplia les missions humanitaires, mais chaque soir, en rentrant dans sa villa vide, il pensait à elle. Il ne pouvait l'oublier. Malgré tout, son amour pour Lila résistait au temps et à la trahison. Un jour, il reçut une lettre. Une lettre d'elle. Elle y écrivait « Je ne cherche pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que tout ce que j'ai fait, bien ou mal, venait d'un amour trop grand pour moi. Si un jour tu veux me revoir, je serai là, à la bibliothèque du village, comme avant. » Un an passa. Adrian lut et relut cette lettre. Puis un matin, sans prévenir, il prit l'avion et retourna dans le sud. Lila était là, dans la petite bibliothèque. Elle leva les yeux et le vit. Son cœur manqua un battement. Il s'approcha lentement. J'ai mis du temps à comprendre, Lila. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est choisir d'aimer malgré les cicatrices. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je t'ai fait du mal aussi, murmura-t-il. Ma fierté t'a éloigné, mon absence t'a blessé. On a tous deux fauté. Ils se prirent la main. Et, dans un silence plein d'émotions, leurs cœurs se retrouvèrent. Ils décidèrent de recommencer, mais différemment. Ils vendirent leurs propriétés, quittèrent la haute société et s'installèrent près de la mer. Là, ils ouvrirent une école artistique pour enfants défavorisés, un lieu d'apprentissage, de musique et de littérature. Lila enseignait la poésie et la lecture. Adrian gérait les finances et apprenait à vivre simplement. Les années passèrent. Ils eurent 2 enfants, Clara, en hommage au pardon, et Thomas, en hommage à la vérité. Leur amour, désormais plus calme, plus sage, brillait comme un phare au milieu des tempêtes du passé. 20 ans plus tard, Adrian et Lila, assis sur le balcon de leur maison, regardaient le soleil se coucher sur la mer. Les rides avaient marqué leur visage, mais leur regard restait jeune. Adrian prit la main de sa femme et dit « Tu vois, Lila, malgré les mensonges, les jalousies, les erreurs, c'est toujours toi. » Elle sourit, « Et ce sera toujours toi. » Le vent marin souffla doucement. Le monde semblait en paix. Car ils avaient compris une vérité que peu découvrent. Le véritable amour n'est pas celui qui ne souffre jamais. C'est celui qui survit à la souffrance, et choisit encore d'aimer. Ils eurent 2 enfants, Clara et Thomas. Durant leur parcours, Clara et Thomas affrontent à leur tour les tempêtes de la vie, de l'amour, et du nom qu'ils portent. Clara et Thomas Valmont avaient grandi dans un monde très différent de celui qu'avaient connu leurs parents. Pas de richesse ostentatoire, pas de villa luxueuse. Leur enfance se déroula au bord de la mer, entre les livres, la musique et les rires des enfants de l'école artistique fondée par Adrian et Lila. Leur maison, simple mais pleine de vie, respirait la paix. Adrian leur répétait souvent « Votre héritage n'est pas notre argent, mais notre histoire. L'amour est une responsabilité.
Mais les enfants de l'amour portent aussi le poids de la perfection. Et parfois, ce fardeau devient trop lourd. Clara, l'aînée, était brillante. Belle, charismatique, passionnée. À 22 ans, elle partit à Paris pour poursuivre des études d'art et de psychologie. Mais dans la capitale, elle découvrit un monde dur, superficiel, et sans repère. Son nom, Valmont, ouvrait des portes, mais attisait aussi la jalousie. Certains l'admiraient, d'autres la méprisaient. C'est là qu'elle rencontra Ethan Moreau, un jeune peintre. Talentueux, mais torturé, arrogant, et d'une beauté sombre. Ils tombèrent follement amoureux, avec l'intensité des passions destructrices. Ethan la fascinait autant qu'il la blessait. Elle voulait le sauver, lui voulait la posséder. Un soir, après une dispute violente sur la jalousie d'Ethan, elle appela son père en larmes. Adrian lui répondit calmement. L'amour ne doit pas te brûler, ma fille. Il doit te réchauffer. Mais Clara n'écouta pas. Comme sa mère jadis, elle crut qu'aimer signifiait souffrir. Thomas, plus réservé, avait hérité de la douceur de Lila et du calme d'Adrian. Il enseignait la musique aux enfants de l'école familiale. Un jour, lors d'un festival local, il rencontra Amira, une jeune réfugiée d'origine syrienne, chanteuse autodidacte à la voix d'or. Elle avait fui la guerre, perdu sa famille, et portait dans son regard toute la douleur du monde. Thomas fut bouleversé. Il l'aida à trouver un logement, un emploi, et surtout, un sens à sa vie. Peu à peu, ils tombèrent amoureux. Mais ce bonheur fragile suscita la méfiance de certains habitants, le fils Valmont avec une étrangère. Chuchotait-il, les préjugés, la différence culturelle, la peur du jugement, tout cela mit leur amour à l'épreuve. Mais Thomas tenait bon. L'amour de mes parents a traversé le mensonge et la honte. Le nôtre traversera le monde. Pendant ce temps, à Paris, Clara sombrait dans la tourmente. Ethan devenait de plus en plus jaloux, imprévisible, parfois violent. Il ne supportait pas le succès de Clara, ni la lumière qu'elle dégageait. Une nuit, après une dispute, il détruisit toutes ses toiles et la quitta brutalement. Clara perdit pied. Elle erra plusieurs semaines, fuyant la presse et les soirées mondaines. Elle finit par retourner, sans prévenir, dans la maison familiale au bord de la mer. Lila, en la voyant, la serra dans ses bras sans un mot. Mère et fille pleurèrent longtemps ensemble. Clara murmura: « J'ai tout raté, maman. L'amour, la vie, mes rêves. » Et Lila répondit doucement: « Non, ma chérie. Tu viens de trouver la vérité, celle qu'on apprend dans la douleur. » Adrian, désormais vieilli mais toujours sage, accueillit sa fille avec une tendresse silencieuse. Il ne la jugea pas. Il lui montra simplement un carnet, celui où il avait écrit, des années plus tôt, ses pensées sur l'amour et la rédemption. « Regarde, Clara, j'ai perdu ta mère un jour, avant de la retrouver. Rien n'est jamais fini tant que le cœur bat. » Ces mots allumèrent une flamme dans l'âme brisée de Clara. Elle décida de se reconstruire. Peu à peu, elle reprit ses pinceaux. Ses tableaux devinrent plus profonds, plus humains. Elle peignait la douleur, la honte, la guérison. Et, sans s'en rendre compte, elle commençait à inspirer d'autres femmes à guérir aussi. De son côté, Thomas luttait pour défendre son amour avec Amira. Les rumeurs se multipliaient, les regards pesaient. Mais il ne céda pas. Il la présenta à ses parents, qui l'accueillirent avec une chaleur sincère. Lila fut bouleversée par sa voix,
Elle chantait avec la même émotion que les poèmes qu'elle écrivait autrefois. Adrian, ému, lui dit: Tu n'as pas besoin d'un nom pour être quelqu'un. Tu portes déjà un monde dans ta voix. Grâce à la Fondation Valmont, Amira put lancer un programme d'éducation musicale pour les enfants migrants. Et bientôt, sa voix franchit les frontières. Elle devint un symbole d'espoir, une messagère de paix. Thomas, lui, resta dans l'ombre, fier et discret, heureux d'être son pilier. Un jour d'été, toute la famille se réunit pour célébrer les 30 ans de la Fondation Valmont. Des centaines d'enfants venus du monde entier chantaient, peignaient, riaient. Clara, souriante, exposait ses œuvres dans la grande salle. Thomas et Amira dirigeaient la chorale des jeunes. Adrian et Lila, assis côte à côte, les observaient avec émotion. Ils se tenaient la main comme au premier jour. « Regarde-les » murmura Lila. « Ils portent notre lumière. » « Oui » répondit Adrian, la voix tremblante. Et cette fois, le monde entier la voit. Quelques années plus tard, Adrian s'éteignit paisiblement dans son sommeil, au bord de la mer, entouré de Lila, Clara, Thomas et Amira. Ses derniers mots furent simples. Aimer sans peur. C'est tout ce qui restera. Sa disparition bouleversa la famille, mais la fondation continua à grandir. Clara prit la direction artistique, Thomas la branche éducative, et Amira la partie humanitaire. Leur union fit naître un mouvement international, les Enfants du Cœur, une initiative mondiale d'art, de musique et de paix. Lila, désormais âgée, observait ses enfants avec une fierté silencieuse. Elle savait que son amour, celui qui avait résisté au mensonge, à la jalousie et à la faute, avait semé quelque chose d'éternel. Des années plus tard, Clara écrivit un livre, Le destin du cœur. Elle y raconta l'histoire de ses parents, pas pour glorifier la richesse ou la souffrance, mais pour témoigner que l'amour véritable n'est pas parfait. Il guérit, il élève, il survit à tout. Le livre devint un symbole d'inspiration à travers le monde. Et, lors de la première exposition internationale de la Fondation, on vit un grand tableau. Une mer calme, un soleil levant, et au centre, deux silhouettes se tenant la main. Sous le tableau, une phrase gravée. Tout commence et finit dans le cœur. Des décennies plus tard, les écoles Valmont s'étendirent à travers le monde. Des enfants de tous horizons chantaient, peignaient, lisaient, sans savoir parfois qui étaient Adrian et Lila. Mais leur esprit vivait encore dans chaque sourire, chaque note, chaque rêve. Et au bord de la mer, dans la maison où tout avait commencé, une vieille photo restait accrochée au mur. Adrian, Lila, Clara, Thomas et Amira, unis par un amour qui avait traversé les générations. Parce qu'au fond, leur histoire n'était pas celle de la richesse, ni du pouvoir. C'était l'histoire d'un héritage moral, d'un amour qui enseigne à vivre, à tomber, à pardonner, et à recommencer. L'amour survit à tout, et renaît dans ceux qui le comprennent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, partage et laisse-moi un commentaire si tu as aimé la vidéo.